Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Est-ce que vous nous voyez, vous nous entendez? Bonsoir Sylvia. Bonsoir Julie, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, surtout, Allez, on va mettre nombreuses. ouvrir ici le chat. Voilà, Isor qui nous rejoint. Bonsoir Isor, merci d'être avec nous. Salut Isa, ça se connecte à l'audio. Les hôtes panélistes. Vous m'entendez? Oui, Oui, bonsoir ça y Isor. est, on est connecté. Merci Super. d'être avec nous. Non, c'est un plaisir. Bonsoir, ravie de vous retrouver, ça faisait longtemps. Bonsoir à tous. On attend nos invités. Isor est avec nous. Fanny qui va co-animer est en train de se connecter. Et Florence Portelli ne va pas tarder non plus. Donc bonsoir, merci d'être là. On est en train de régler nos sujets de chat pour qu'on puisse tous parler ensemble. Mais vous pouvez nous écrire. Hop, ne bougez pas. C'est pas moi qui vais résoudre la technique, je laisse faire. Tu vas bien Isor? Alors, est-ce qu'on entend bien ton son? Ça résonne pas? Je pense qu'il y a un peu de réseau. Ça résonne un peu, non? Non, ça Ah, va, ok, très on bien. t'entend bien. Merci à tous et à toutes d'être connectés. Ça fait plaisir de se retrouver. Ce soir, ça va être une belle session. On a deux belles invités qui ont des super backgrounds. On va parler de négociation. Et on attend les dernières connexions. On est en train d'ouvrir le chat, en fait, pour que vous puissiez poser toutes les questions. Et normalement, ça devrait fonctionner. On va attaquer dans quelques petites secondes. En attendant, vous vous connectez. C'est chouette. Je regarde les noms des gens connectés et j'en retrouve plein. Je vois qu'on a plein de fidèles. Et plein de nouveaux aussi, qui sont là pour la première fois probablement. Donc ça, c'est chouette. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs. Je vois qu'il y a des messieurs aussi qui nous ont rejoints. Merci de vous être connectés. Julie, tu as ton son coupé si tu veux nous parler. Ça y est, je suis de retour. On règle les derniers points de connexion avec nos invités. Et on va pouvoir démarrer. Discuter. Hâte de cette petite soirée. C'est chouette de réussir à vous connecter. Merci à vous, 18 heures. C'est Ouais. jamais évident. On n'a pas trouvé d'horaire idéal depuis le Covid. Le Covid, c'était facile. On était tous connectés, on avait que ça à faire. Depuis, il faut trouver le bon horaire. Mais on y arrive. Un petit chant niçois, peut-être, comme interlude? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ADM Women est ravi de revenir. C'est un rendez-vous important qui nous avait manqué. On revient ce soir avec deux invités au profil très complémentaire et très différent, puisque Isor de Zélicourt, qui est Chief of Staff pour le Fonds du bien commun, est avec nous, et Florence Portelli, qui nous rejoint, en train de se connecter à l'audio, et Fanny également, qui va co-animer la soirée avec nous ce soir. Donc, un équipage 100% féminin pour ce ADN Woman. Bonsoir Florence, bonsoir Fanny. Bonsoir. Merci d'être avec nous, merci de nous rejoindre. Bonsoir à tous ceux qui se connectent. Sylvia, notre négociatrice professionnelle, est là avec nous aussi. Alors, pour ceux qui découvrent notre format, ça va être un format assez séquencé puisque Fanny va mener d'une main de maître les interviews de nos invités, Florence et Isor, et Sylvia va nous faire le décryptage négo de ce partage d'expérience et de ces témoignages de nos invités. Bien sûr, vous n'hésitez pas à nous partager
vos questions, vos commentaires et vos remarques. Et puis, on se retrouve d'ici une petite heure après ce rendez-vous négo. Je te passe la parole, Fanny. Merci, merci Julie, merci, bienvenue à toutes. Donc je me tourne sans plus attendre vers Florence Portelli. Bonsoir. Donc Florence, vous êtes une Bonsoir. femme engagée au sens large du terme, en politique évidemment d'abord. Vous êtes maire de la ville de Taverny, vous êtes vice-présidente de l'Association des maires de France, du Conseil régional d'Île-de-France. Vous avez été porte-parole à plusieurs reprises de campagne d'envergure nationale. Vous venez en plus de sortir un livre le mois dernier intitulé Franc-parler. Vous avez quand même un parcours remarquable et exceptionnel. Sans plus tarder, je voulais savoir, si vous retournez rapidement sur votre parcours, quelle bataille avez-vous dû livrer pour ce parcours quand même hors norme et quelle place pour la négociation? Merci pour cette présentation. Ravie d'être parmi vous. Des combats, alors j'allais dire déjà des combats face à moi-même, parce qu'une vie, elle n'est jamais linéaire. Et moi, j'ai commencé à m'engager à l'âge de 13 ans. Euh, Quand j'étais beaucoup plus jeune, je n'avais pas confiance en moi et on ne me donnait pas non plus confiance en moi. Et finalement, et malgré tout, j'avais la flamme. Donc ça a été un hiatus et un combat entre d'un côté être persuadé que c'était ma vocation et que j'en étais capable, et en même temps persuadé que je ne valais rien. Ce qui est très contradictoire. Alors il y a des psys hein, pour ça, mais sinon il y a une vie, il y a des claques qu'on se prend, il y a même des allers-retours parfois dans sa vie privée qui fait qu'on mûrit, qu'on se comprend mieux, qu'on arrive à gérer aussi parfois. Moi, en plus, j'ai été à ce qu'on appelle aujourd'hui HPI, etc. Donc, à une époque, on n'en parlait pas beaucoup, donc complètement marginalisé. Donc, quand on est marginalisé, pourquoi aller vers finalement des élections qui peuvent à un moment susciter le rejet? Parce que j'avais une peur bleue du rejet et de l'abandon, et pourtant j'allais vers une élection qu'on me disait ingagnable. Donc, je pense que oui, il y a déjà une négociation avec soi-même, ou pas d'ailleurs. C'est une négociation inconsciente. Moi, je pense que mes peurs, je me suis dit, je fonce dedans comme je fonce face à un mur. Et comme ça, bah, si vraiment je me prends le mur, c'est que c'était la partie qui disait que j'étais pas faite pour ça, que j'étais nulle. Et si j'y arrivais, c'était l'autre partie qui disait que si j'étais faite pour ça. Donc voilà, c'est l'autre partie, on va dire, qui a gagné. Donc déjà un combat face à soi-même. Après aussi comprendre le système dans lequel on est. J'avais beau être voilà, on avait beau se moquer de moi, je savais très bien comment ça marchait, ce qu'il fallait faire pour gagner. Et après, bah, c'est comment on arrive en tenant compte des difficultés qui sont semées sur votre route parce que vous êtes jeune, parce que vous êtes une femme, parce qu'on pense que vous êtes une nulle, parce qu'on pense que vous n'y arriverez pas. Eh bien, comment vous utilisez ça finalement pour y arriver et leur dire au final, bah, pardon l'expression, mais fuck, quoi, j'y suis arrivée. Et sans vous, et d'ailleurs, c'est beaucoup mieux d'y arriver sans l'aide de ces gens-là, parce qu'au moins, comme ça, on n'a jamais rien à leur devoir. Euh, donc, je dirais que voilà, la plus grande des négociations, finalement, c'est pas tellement avec les autres, parce que y arriver, finalement, on ne le doit qu'à soi-même, et puis parfois, évidemment, à savoir monter une équipe, manager, etc. Mais c'est une négociation, je dirais déjà, avec sa propre personne, de mon point de vue. Merci beaucoup. Je vais poser la même question à notre deuxième invité, donc qui est Isor. Isor, bonsoir. Vous êtes secrétaire général du premier fonds de philanthropie en France. Vous avez un job stratégique puisque vous encouragez des centaines d'associations, des centaines d'initiatives pour le bien commun. Donc, même question, votre parcours est là aussi remarquable. Quelle place la négociation dans votre parcours? Quelle place la négociation a tenue, tient toujours, et est-ce que vous avez quelques exemples concrets? Merci beaucoup. Et ben oui, moi je pense que je vais complètement aller dans la direction de ce que disait Florence en réfléchissant un peu au thème et en préparant cet entretien. Je suis aussi arrivée à la conclusion que en fait ma plus grande négo dans ma vie était ma négociation avec moi-même. Alors j'ai pas un parcours professionnel aussi long, mais globalement moi je suis sortie d'HEC et comme tous mes camarades, j'ai commencé par faire du conseil en me disant que c'était un job qui était bien et que c'était ça qu'il fallait faire.
Et puis vous voyez, 7 ou 8 ans après, je me retrouve à travailler dans le monde de la philanthropie. C'est quelque chose de bien différent. Et je pense qu'il m'a fallu du temps, en passant par le monde des startups, en passant par des métiers beaucoup plus opérationnels, en apprenant aussi de mes pairs qui prenaient dire en fait, bah, maintenant, avec l'expérience, ou en tout cas avec les quelques années d'expérience que j'ai, j'arrive à gagner cette négo avec moi-même et à faire un peu le choix du cœur et de prendre un métier qui me permet vraiment de réconcilier ce que j'aime faire, travailler avec des associations. Je suis investie dans ma vie perso, dans pas mal d'associations, et donc j'y passe du temps. Et avoir la chance de pouvoir voilà, prendre une décision et réconcilier ce que je sais faire avec ce que j'aime faire, c'est une négociation qui a pris du temps, mais que je pense aujourd'hui gagner par les encouragements de mes différents patrons, de mes eux aussi ont fait des choix. Et donc, je pense que vraiment, négocier son métier et négocier la direction que prend sa vie et pouvoir la choisir, c'est vraiment un des plus grands combats que j'ai mené dans ces dernières années, je dirais. Merci beaucoup. Florence, je vais vous poser une question. Est-ce que la négociation pour vous est innée ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez appris et est-ce que vous négociez toujours pareil ou vous avez des styles de négociation différents en fonction de vos interlocuteurs ou du secteur politique, local, peut-être familial dans lequel vous exercez cette négociation? Alors, je dirais déjà, faut délimiter le domaine où on peut négocier ou pas. Je me rappelle d'un professeur de droit public qui m'avait dit, qui nous avait illustré ce que c'était que les prérogatives de puissance publique, en disant qu'il y avait il donnait l'exemple de son éducation un peu stricte, et de choses qui pour lui relevaient de ses prérogatives de puissance paternelle non négociables. Et je dirais que quand vous avez des enfants, vous leur dites, voilà, il y a des choses qu'on peut négocier, que ça fait partie de la sphère contractuelle. Et voilà, la sphère contractuelle synagmatique. Et puis parfois, il y a des choses qui relèvent bah, comme de la puissance publique, c'est-à-dire c'est non négociable. Parce que si on le négociait, ce serait même dangereux pour l'enfant. Et voilà, il y a des choses qui sont intangibles, parce que, bon, dans la sphère publique, parce que ça va de l'intérêt général. Et aussi parce que je vous dirais, on a vu parfois même des présidents de la République dont on disait c'est les rois de la synthèse, ou actuellement c'est le roi du en même temps. Moi, je pense que les gens ont besoin d'un cap et de quelqu'un qui tranche. Alors, ça ne veut pas dire être obtus. Il y a un moment, il faut savoir aussi ce qui, en effet, relève, vous pouvez mener une direction, mais voir qu'il y a des choses qui heurtent profondément les gens, que le projet ne fait pas le consensus. Et si vous le pensez vraiment bon, voir jusqu'à quelle marge vous pouvez l'amender pour emmener une population vers ce projet. Donc ça fait voilà, déjà décider de ce qui se négocie ou pas. Parce que tout n'est pas négociable. Sinon, on va dans le mur. Être tout le temps flottant, fluctuant, etc. Et c'est pas d'ailleurs, ce n'est pas ce que veulent les gens. Après, dans la négociation, il y a ce qui relève de la séduction. Alors, pas de la séduction au sens homme-femme hein, ou femme, etc. Mais c'est la séduction pour attirer, par exemple, des investisseurs ou des partenaires par rapport à votre territoire. Comment je vends un territoire finalement qui sur le papier pourrait juste être moi je suis maire d'une ville de 27 000 habitants, bah voilà, c'est une ville moyenne et pourtant j'ai obtenu des choses qui sont exceptionnelles dans ma ville. Bon là, on va inaugurer une piscine olympique par exemple, qui sera peut-être la plus belle de France, elle est en tous les cas définie comme cela dans des revues d'architectes. On a réussi à faire des jumelages avec des villes de 250 000 ou 400 000 habitants avec des partenariats artistiques. Donc voilà, il y a des choses qui relèvent de la séduction. Et puis, il y a des choses qui relèvent plutôt, j'allais dire, du rapport de force. C'est-à-dire comprendre avec la personne, le faire comprendre à la personne qu'on a en face qu'en fait, elle n'a pas le choix. Et pour ça, ça veut dire bosser suffisamment le dossier pour rendre bah, le rapport de force évident et rendre les choses incontournables. Et moi, ça, je l'ai vécu au début de mon premier mandat en 2014. Quand je suis arrivée, tous les logements sociaux de ma collectivité étaient dans un état apocalyptique. Les bailleurs sociaux disaient, ah bah oui, mais je cite, hein, vous connaissez ces populations. Bon. Et en effet, ce chose qui est vrai, c'est que ces populations, entre guillemets, n'avaient pas les moyens d'avoir un avocat, de se payer un avocat. Donc, j'ai déjà créé un poste d'inspecteur de salubrité assermenté. Et avec lui, j'ai fait du porte-à-porte et on a monté des dossiers. Ce qui m'a valu le surnom d'Erin Brockovich par un bailleur qui m'aimait pas du tout.
Et quand ils nous ont dit, bah, vous voyez, c'est ces gens-là, j'aurais dit, bah non, là, l'électricité qui date des années 70, elle n'est pas aux normes, là, il y a ci, il y a ça, etc. Et finalement, ils ont investi sur mon premier mandat, sur plusieurs résidences sociales. Il y a eu un investissement de 42 millions d'euros. Euh, donc ça a été une négociation, mais qui en réalité a été un rapport de force, parce qu'on avait monté les dossiers et qu'on avait montré qu'en fait, bah, ils n'avaient pas le choix. Donc, je dirais que voilà, il y a plusieurs types de négociations. Il y a la négociation contractuelle parce qu'on améliore un projet et on fait adhérer la population. Il y a la séduction pour attirer les gens sur un territoire. Et il y a le rapport de force qui, en général, quand même, c'est la majorité du temps, je ne vous mentirai pas, je suis davantage dans le rapport de force. D'accord. Et même question à Isor, quel type de négociation pratiquez-vous au quotidien dans votre pratique professionnelle? Puisque vous aussi, vous avez un poste stratégique, vous allouez des subventions à des associations, vous avez un panel d'activités importantes, vous devez être extrêmement sollicité. Comment vous faites? Qu'est-ce que vous négociez? Qu'est-ce que vous négociez pas? Quels sont vos critères? Quelle est votre méthode? Je peux vous parler d'un exemple, et en tout cas d'un principe qu'on a au fond du bien commun, que d'ailleurs j'ai appris très jeune en famille, c'est que l'union fait la force. Moi, j'ai une famille nombreuse, j'ai trois frères et sœurs, à quatre contre les parents, c'est toujours mieux. Et aujourd'hui, au fond du bien commun, c'est une méthode qu'on applique pas mal. Et je peux vous parler d'un exemple assez récent, d'un projet que j'ai mené au fond du bien commun, était le négocier avec des acteurs du monde périscolaire. Qu'on aime beaucoup, c'est le modèle des patronages. C'est un lieu de centre de loisirs pour les collégiens où ils peuvent aller tous les jours après l'école, activités à bas coût, dans lesquelles ils peuvent bénéficier de soutien scolaire, d'une oreille attentive pour les écouter s'ils ont des journées difficiles. Ils peuvent faire du sport, ils peuvent avoir des activités créatives. Et globalement, ils bénéficient d'un mode d'éducation basé sur tout ce qui est convivialité et responsabilité de chacun. C'est un, éducation qui est assez ancien. Et aujourd'hui, les patronages sont gérés par des associations, souvent qui sont assez anciennes, qui travaillent de manière assez désorganisée, au sens assez informel, et qui n'ont pas le temps de réfléchir à leur stratégie de développement, puisqu'ils sont confrontés au quotidien aux activités du terrain, à savoir des enfants qui déboulent, qui sont en retard, qui sont malades, des animateurs qui ne sont pas disponibles, alors des besoins très fréquents de rechercher des maisons pour les camps d'été. Et globalement, la stratégie, c'est leur préoccupation probablement dernière. Nous, ce qu'on a voulu faire au Fonds du bien commun, c'est développer les patronages dans toute la France. Et pour ça, on a notre méthode de négociation, si vous voulez, ça a été un peu de conditionner le financement au fait que tout le monde travaille ensemble. On n'a pas financé tous les patronages de France. On a créé un incubateur de patronage qui serait bénéficiaire de notre don, qui est d'ailleurs un don très conséquent et qui sera perpétué, pour que tout le monde puisse travailler de manière organisée. Je pense que la difficulté de ça, c'est qu'en fait, dans le monde de la philanthropie et venant d'un monde plutôt face à des acteurs qui n'ont pas l'habitude de notre manière de travailler, parfois du vocabulaire qu'on utilise, ça nécessite de vraiment se mettre à côté d'eux, de bien les comprendre, de comprendre leurs enjeux et même d'adopter parfois leur vocabulaire. Ça nécessite de prendre tous les acteurs un par un, de comprendre l'histoire. Ils n'ont pas tous les mêmes enjeux. Certains ont des financements, d'autres n'en ont pas. Certains ont beaucoup d'enfants à gérer, d'autres très peu. Et de comprendre vraiment les enjeux de chacun pour les patronages, leur faire comprendre qu'ils avaient une vision commune. Et enfin, en mettant tout le monde autour de la table, j'ai réussi à négocier avec eux le fait qu'il fallait qu'ils mènent une action commune pour développer leur activité en France et bénéficier d'un financement commun. Le résultat aujourd'hui, c'est qu'on a une structure qui fonctionne très bien, qui accompagne 150 patronages qui les aident à se développer, à former des animateurs, à chercher des financements et qui permet, et qui aujourd'hui, je pense, grâce à cette négociation, qui d'ailleurs prend du temps, parce que le temps de la philanthropie, c'est pas le temps des affaires, c'est un temps qui est très long pour toutes les raisons de terrain que je vous ai citées. Mais aujourd'hui, on assiste, grâce à ce principe un peu d'union et de se dire que ensemble, on peut quand même travailler mieux et que globalement, ensemble, on est plus fort. On assiste aujourd'hui en France à une renaissance des patronages et on espère pouvoir répliquer ce modèle d'union et de se dire qu'en fait,
le financement est conditionné à l'adhésion du collectif. C'est un mode de négociation qu'on trouve, en tout cas, que j'ai trouvé très efficace dans nos derniers projets. Très bien. Une question à toutes les deux. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie pro ou perso qui est non négociable? Quelque chose que vous avez bien clair, et qui fait partie de vos valeurs ou de votre organisation? Est-ce que, voilà, il y a quelque chose que vous protégez, entre guillemets? Isor. Oui, oui, alors moi, il y a quelque chose que j'ai appris à protéger, c'est mon temps perso. Alors, c'est pas tant mon temps perso au quotidien, après mes heures de bureau, c'est plutôt dans mon planning de l'année, je me réserve chaque année entre une semaine et 10 jours de vacances en solo. Donc, c'est un peu, peut-être un peu étonnant, mais je prends toujours 10 jours de marche en solo pendant l'été voilà, pour décompresser un peu de l'année, pour réfléchir un peu à ce qui est important pour moi, au projet que je veux lancer. Et je me dis que, alors très souvent sur les chemins de rando, on rencontre beaucoup de gens qui ont des vies différentes, qui sont souvent très éclairants et parfois beaucoup au quotidien, qui finalement voilà, sont nos miroirs, mais parfois nous challenge pas assez. Et donc moi, chaque année, c'est 10 jours de vacances en solo dans la Et c'est montagne. pas négociable. Si une copine, C'est pas quelqu'un veut négociable. venir avec vous, dit, moi, ça m'intéresse ce que tu fais, j'ai Non, envie d'être non, avec non. toi. Et d'ailleurs, les quelques fois où j'ai pu emmener des personnes avec moi, euh, je dirais pas que je suis rentrée frustrée, mais je me suis dit, ah, t'aurais pas dû le faire. Bien Merci. tenté, Fanny, mais ça va pas marcher. Elle t'invitera pas manifestement. Et Florence, même question. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose non négociable, surtout vous qui faites de la politique à haut niveau? Ma fille, déjà, voilà, non négociable. Non négociable à plusieurs titres. Si elle a quelque chose de très très important, s'il faut que je sois là, c'est archi non négociable, quitte à ce que ce soit encore plus compliqué pour moi après. Ce qui est non négociable, c'est que voilà, la seule fois de ma vie où j'ai quitté le conseil municipal et j'ai laissé les rênes à une adjointe, c'est parce qu'un membre de la minorité avait attaqué ma petite fille en conseil municipal. Et là, j'ai dit que bon, il y avait des limites à l'ignominie, j'avais pas signé pour ça, je me suis barrée. Voilà, ça, c'est ma fille, donc non négociable. Je pense que je pourrais même enfin, voilà. Après, je dirais de manière globale, ma famille. Si ma grand-mère a une grosse difficulté, je plaque tout, je peux être au bout de la France. S'il n'y a pas d'autre solution que moi, je débarque. Et j'allais dire ma famille, voilà, de manière globale, même si ça ne veut pas dire que je passe mon temps avec eux, hein. Ou même voilà, mon mari, mon beau-fils, etc. Mais s'il y a une urgence, si je dois faire quelque chose pour eux, je ne me pose pas de questions. C'est eux. D'accord. Florence, je vais continuer avec vous. Vous nous avez parlé d'une négo qui vous avait marqué, c'était pendant le Covid. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez fait, comment vous avez géré dans cette situation de crise qui était absolument inconnue et inédite en France au moment où ça s'est produit? Alors, il y a eu la première chose, c'est que déjà, j'ai un passé avec les professions médicales sur mon secteur. C'est-à-dire que quand je suis devenue mère, j'ai créé un pôle de santé en attirant des professions libérales, parce qu'en fait, je parlais aux professions libérales dans leur langue, si je puis dire. Alors que souvent, j'avais des collègues mères qui, comme l'ARS d'ailleurs, s'adressaient aux médecins comme s'ils étaient fonctionnaires, en disant, bah voilà, vous ferez ci, vous ferez ça, le cahier des charges, ici, etc. Donc, moi, quand je m'adresse à un interlocuteur, je commence par comprendre qui il est. Et je vais pas aller lui imposer mes opinions. Parce que sinon, c'est pas correct quelque part. C'est pas. Donc, ce qui fait que ces médecins sont venus, qu'on a créé des liens très forts. Et je raccourcis beaucoup, mais donc, quand il y a eu le Covid, on a été les premiers en France à créer un centre Covid. Au début, on l'a créé contre l'avis de l'ARS. Et heureusement, avec le soutien du préfet que j'avais fait venir, du sous-préfet, parce qu'on avait vraiment l'exemple type de ce qu'une bureaucratie absurde peut générer d'absurde. C'est-à-dire, prenons notre temps parce qu'on n'a jamais fait ça. Bah oui, en même temps, on est tous en train de crever, donc on va peut-être pas prendre notre temps. Ou non, vous faites ça aussi avec des médecins spécialistes, mais ce ne sont pas des médecins. Donc là, on a des médecins spécialistes. D'ailleurs, j'ai même cru que ça allait finir au point, qui ont essayé d'expliquer à la responsable de l'ARS que, en fait, ils étaient médecins généralistes avec en plus une spécialité et des années d'études. Et donc, à force de bras de fer, on a imposé ça. Après, on a, dans ce centre Covid, donc on a évité que des gens aillent à l'hôpital pour rien. Et je pense que ça a sauvé beaucoup de vies. On avait aussi un partenariat avec SOS Médecins pour les cas les plus durs, mais du coup, il y avait un suivi permanent.
Et puis, ça a créé une vraie générosité. On est devenu un peu un centre emblématique. On avait des dons qui venaient de toute la France et du coup, on a créé des drives un peu partout. Et puis, on a créé des liens aussi très importants, même avec les infirmières libérales. Et puis, un jour, l'ARS, au bout de 4 5 mois, hein, alors que c'est- on peut pas imaginer aujourd'hui, enfin, vous l'avez peut-être vécu, mais à cette époque-là, on pensait mourir de ce truc-là, et des gens en mouraient. Et quand vous vivez des moments aussi forts, que vous avez peur de mourir, et que vous faites des choses ensemble, et qu'au bout de 5 6 mois, il y a un bureaucrate qui vous dit finalement, ça va pas, vos infirmières sont libérales, donc vous les virez. Et si vous voulez continuer, il faut prendre des infirmières salariées. Je peux vous dire que ça aussi, c'est pas passé très bien. Donc, rebras de fer avec l'ARS. Et puis, on a filé par salariés nous-mêmes dans la ville. Enfin, on a fait un montage juridique très improbable avec l'accord du préfet pour imposer à l'ARS le fait qu'on garde les mêmes infirmières parce que on ne change pas les gens. C'est pas qu'une question de diplôme, de certificat, etc. C'est une question d'humanité. Et quand vous êtes dans une aventure comme ça, il y a un moment, vous partez à la guerre, vous dites pas, tiens, les soldats des tranchées, on va les virer, on va mettre des types qui ont un autre uniforme. C'est bon. Et après, il y a eu ce qu'on a fait pour les enfants, quand il y a eu le plan Blanquer que je trouvais complètement dingue, qui était de faire des nasopharyngées tous les 4 matins, ce qui était très traumatique pour beaucoup d'enfants. On a trouvé un système qui permettait de faire des salivaires, un PCR, avec les enfants qui venaient le matin, ça partait à un labo à midi, ils écoutaient des musiques de Disney, c'était pas traumatique, et le soir, les parents avaient le résultat. Tout ça pour dire, je vous le fais en hyper abrégé, mais le fait de trouver des solutions en permanence, hein, d'être en émulation collective hein, et d'avoir du coup le soutien des gens qui étaient quand même dans cette logique de fraternité, d'essayer de s'en sortir ensemble, etc., ça a vaincu l'absurdité bureaucratique. Et on a réussi à faire un résultat qui en même temps nous a tous humainement profondément marqués. On a encore gardé des liens extrêmement forts. Et d'ailleurs, même sur la fin du Covid, moi, j'ai été frappée par la sortie sèche, un peu comme quand vous êtes en tôle, vous sortez de tôle et puis vous avez la sortie sèche. Et vous êtes sûr d'ailleurs que les gens en général récidivent quand ils ont une sortie sèche. Mais là, c'est terminé. Bon, bah, on zappe, hein. Bon, il y a des gens qui sont morts, les vieux sont morts en EHPAD, les mômes ont été traumatisés. D'ailleurs, il y en a certains qui sont pas retournés à l'école. Mais vous avez sacrifié 1 an et demi de votre vie à essayer de sauver les gens, etc. Bon, bah voilà, c'est fini, hein. Maintenant, la vie continue. Et on a fait une cérémonie avec des moments très émouvants pour essayer de continuer à mettre des mots sur ce qu'on avait vécu collectivement et pas dire simplement, bon, bah voilà, tiens, comme on zappe de chaîne, on zappe. Et d'ailleurs, je suis assez étonnée qu'aujourd'hui, on n'ait pas analysé ce qui s'était passé pendant le Covid. Même sur le plan humain, sur le plan des traumatismes dans les générations, etc. C'est absolument fou et ça en dit long sur l'inhumanité, je trouve, de notre époque. Mais voilà, pour dire que là, la négociation, ça a été évidemment du bras de fer avec l'ARS. Ça a été aussi la preuve par le collectif, le fait d'être soudé. Là, pour le coup, c'était pas individuel, même si j'étais un peu meneuse d'équipe. Ça a été parfois même des coups de fil au préfet à 1 heure du matin, des choses improbables. Mais là, je vous dirais que ce qui a gagné, c'est le fait d'être soudé, d'être en équipe et de ne pas accepter l'absurde. Merci. Peut-être que là, Sylvia, notre spécialiste, a de matière à décrypter. Ben, là, oui, merci beaucoup. Alors oui, il y a eu tellement de choses intéressantes dans ce que vous avez dit, mesdames, et du coup, merci à chaque fois pour votre partage. Je le redis, mais ça me fascine toujours à quel point dans ces webinaires, les femmes sont sincères et transparentes sur ce qu'elles ont vécu, réussi et raté. Donc merci pour ça, parce que c'est ce qu'apprécient évidemment nos auditrices et nos auditeurs. Alors, j'ai plein de choses à dire par rapport à ce qui a été dit pardon, en début de webinaire. Ça passe trop vite le temps. La première chose, vous avez toutes les deux parlé de négociation face à soi, de non négociable, voilà, et ce qui est souvent la plus dure. Et c'est normal que ce soit la plus dure parce que en négociation, ce qui est toujours le plus difficile, c'est d'être le décisionnaire. C'est pour ça que si vous achetez un appartement, évidemment, vous allez dire plein de bonnes choses de l'appartement, mais et le décisionnaire, le méchant, c'est qui? C'est le banquier qui vous suit pas. Et donc, c'est beaucoup plus facile à adopter comme posture de dire, ben voilà, des règles qui sont données, j'ai un cadre et je peux pas le dépasser, je peux pas dépasser ce que me prête mon banquier. C'est plus simple. Et c'est pour ça que la négociation avec soi est très difficile parce que nous sommes le négociateur, la négociatrice et la décisionnaire en même temps. Et donc, c'est ça qui est difficile, c'est qu'on peut lâcher.
Florence, elle peut dire, voilà, sa fille, c'est sa priorité, sauf que ce soir, on lui dit, oui, mais là, tu peux pas aller la chercher ce soir, débrouille-toi autrement, on a besoin de toi, etc. Et c'est ce moment qui est très difficile pour négocier avec soi parce que elle est décisionnaire, elle peut décider de ne pas chercher sa fille. C'est pour ça que là, elle doit tenir bon sur les engagements qu'elle a pris avec elle-même, sur ce qui n'est pas négociable. Donc, c'est pour ça que les deux ont parlé de négocier avec soi. C'est normal que ce soit plus difficile parce qu'on peut décider. Pour ça que je vous recommande souvent quand vous avez des choses qui sont pas négociables pour soi, par exemple Isor, hein, qui doit partir toute seule 10 jours l'été sans toi, Fanny, eh bien, elle a intérêt à se le noter sur un petit papier et à le donner à sa meilleure amie pour dire, voilà, si un jour tu m'entends dire que je pars avec quelqu'un faire mon pèlerinage, je ne sais où, frappe-moi parce que après je regretterai ce que j'ai fait. Voilà. Et c'est une façon de protéger son non négociable à soi. Après, j'ai entendu Florence parler aussi du fait que c'était une femme, que ça a été une jeune femme par rapport aux fonctions qu'elle a obtenues. Et donc, ça, on touche au pouvoir personnel. On a 4 pouvoirs en négociation. Il y a l'institutionnel qui nous vient de notre entreprise, de notre poste, de nos titres. Il y a la situation de négo, c'est le rapport de force. Il y a la relation que je peux nouer avec vous. Et le quatrième, c'est le pouvoir personnel. Et ben, ça, il nous tombe dessus. C'est-à-dire, quand je suis face à vous, je ne sais pas quelle est l'image que vous avez de moi. Est-ce que vous me trouvez trop jeune pour ce que je fais? Au contraire, beaucoup trop vieille? Est-ce que ma couleur de peau, ma taille, mon poids, mon accent, par exemple, si j'avais fait ce webinaire avec mon petit accent niçois, ça aurait changé quelque chose de votre perception de moi, je le sais. J'aurais gagné 40 points de capital sympathie et perdu 80 points de professionnalisme, mais c'est comme ça. À Paris, l'accent niçois fait cet effet sur les gens. Peu importe, ça c'est ce qui s'appelle le pouvoir personnel. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous choisissez pas comment l'autre vous perçoit. Par contre, ce que vous choisissez, c'est l'impact que ça peut avoir sur vous. Et donc, si l'autre pense que vous avez l'air d'une greluche parce que vous êtes trop jeune, vous êtes une petite minette dans le BTP, vous avez un accent marseillais alors que vous habitez Paris ou un accent niçois, eh bien, écoutez, ça c'est pas grave. Vous pouvez pas changer ça, mais vous pouvez changer ce que ça change pour vous et l'impact que ça a sur vous et vous dire, OK, il pense ça de moi, mais c'est pas grave. C'est lui qui a un problème avec mon accent, c'est pas moi qui ai un problème. Et donc, faire fi de ça. C'est facile à dire, c'est difficile à faire, mais en tout cas, en négociation, c'est un peu le secret de l'histoire, c'est que quand des gens sont face à vous, des profils narcissiques qui se pensent bien meilleurs que vous, qui vous voient un peu comme une petite minette, une jeune qui connaît rien, etc., c'est toujours une bonne nouvelle. J'ai une phrase pour ça. Je te laisse l'ego, moi je m'occupe de la négo. Et donc je te laisse penser jusqu'au bout que tu es bien plus fort que moi. Je laisse les égos s'entretuer au-dessous de ma tête, c'est pas un problème. Moi, dans tous les cas, je mène ma barque et je sais où je vais. Et avec grand plaisir, je te dirai toute la négociation que tu es beaucoup plus fort que moi. Pas de problème. Ça va. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Après, j'ai encore plein de choses. Je rebondis sur l'anecdote, l'histoire d'Isor qui nous raconte que l'union a fait la force dans la négociation et qu'elle a conditionné le fait de donner des fonds au fait qu'ils bossent ensemble. Et pour y arriver, parce que c'est facile à dire, hein, sinon ils l'auraient déjà fait peut-être avant qu'on le leur demande, pour y arriver, elle a posé des mots qui étaient importants, c'était comprendre les enjeux de chacun. Et ça, c'est extrêmement puissant en négociation parce que il y a la position affichée qui peut être d'ailleurs, j'ai aucune envie de travailler avec vous. OK. Après, il y a les objectifs qu'on fixe. Bon, quand je lui dis ça, c'est un peu pour la bousculer, mais en vrai, j'aimerais quand même collaborer. Et au fond, il y a mes enjeux. Au fond du fond, pourquoi je fais ça? Et c'est là-dessus qu'on se trompe souvent parce qu'on a nos filtres. Et donc, on se dit, bon, quand l'autre dit ça, en gros, j'imagine que leurs enjeux, c'est ça. Et des fois, ben, pas du tout. C'est pour ça que c'est souvent sur les négociations internes au sein d'une entreprise que les gens se trompent tout le temps, parce qu'on part du principe qu'on est dans la même boîte, donc évidemment, on a les mêmes enjeux. Mais pas du tout. Chaque service a ses enjeux, chacun son parcours de carrière. Et donc, c'est exactement pour ça que c'était important, Isor, que tu poses ces mots-là, de dire, voilà, j'ai dû comprendre les enjeux de chacun et leur montrer, et là aussi, c'est un deuxième mot qui est très fort, qu'ils avaient, je te cite, une vision commune. En négociation, ça s'appelle un intérêt commun partagé à rentrer en négociation et à trouver un accord ensemble. Donc voilà, des mots hyper importants, hyper forts. Et est-ce que j'ai le temps encore d'un petit mot ou on en a ras-le-bol? Ouais, Non, vite non, on fait. continue. Alors, dernier mot, parce que bah, après, j'ai plein de trucs à dire, forcément, avec tout ce que racontent ces dames. Florence, quand elle parle
de la négociation avec l'ARS, qui a été donc un bras de fer. C'est vrai que ça arrive souvent en négociation, ça s'appelle de la compétition, c'est-à-dire que ce que l'un gagne, l'autre le perd, donc on est en compétition. Euh, Là, déjà, souvent, les gens se trompent dans l'analyse du rapport de force avec des biais, souvent des biais d'habitude. C'est des gens, on voit, hein, quand on accompagne des boîtes comme ça, c'est des boîtes qui ont été leaders depuis très longtemps et qui continuent à se comporter comme s'ils étaient leaders alors que ça fait très longtemps que c'est plus le cas. Ou d'autres qui sont des petits challengers et en fait qui ont pas pris conscience que ça fait très longtemps qu'ils sont incontournables sur le marché. Et donc, même à titre perso, hein, il y a plein de gens qui n'osent pas négocier leur salaire en ayant peur de se faire virer, alors que pas du tout. Ça fait très longtemps qu'ils sont incontournables dans l'entreprise, ils pourraient très largement négocier leur salaire. Donc, ça, c'est l'analyse du rapport de force et il ne faut pas se planter. Et c'est pour ça que c'est intéressant de partager cette analyse avec des gens extérieurs, avec des amis, etc., qui peuvent faire prendre conscience que vous étiez parti dans un mur, soit à tout accepter parce que vous aviez peur de ne pas être en position de force alors que vous l'étiez, ou l'inverse, en posture très haute, en disant, écoutez les amis, c'est ça ou rien, et qu'on vous réponde, ok, bah rien. Ah, vous êtes trompé sur l'analyse du rapport de force. Donc voilà, ça c'est des éléments hyper forts. Et suite au Covid, effectivement, Florence, vous parlez du bilan, qui n'est pas d'analyse, pas de débriefing. Ça, c'est assez fascinant. Le nombre de négociations qui ne sont jamais débriefées. Donc, en gros, la négo s'est menée et je dis au client, mais vous avez débriefé? Ah oui, oui, on s'est dit ce qu'on avait signé. Ouais, ouais, tout le monde est au courant. Non, ça, c'est pas un débriefing, ça, c'est une conclusion. Donc, vous avez conclu ce qu'on avait signé. C'est pas un débriefing. Et donc, là, on arrive à quelque chose de très peu vertueux. C'est des gens qui ont énormément d'expérience, mais qui n'ont jamais appris de leurs expériences. Donc, ils ont cumulé de l'expérience. Ils disent, ouais, moi, ça fait 20 ans que je fais de la négo et ça fait 20 ans que je fais toujours pareil. Et je peux te dire que, et tu peux me dire que quoi? Tu peux me dire que là, dès le début, tu t'es planté en négociation, ça fait 20 ans que tu fais la même connerie. C'est ça que tu es en train de me dire. Donc, c'est pour ça qu'on vous recommande toujours de débriefer vos négos pour se dire, OK, est-ce que mon enjeu était clair? Est-ce que j'avais une marge de manœuvre que je m'étais définie? Est-ce que je m'étais donné des règles? Est-ce que j'avais bien sanctuarisé mon non négociable? Est-ce que j'avais fait la bonne analyse du rapport de force? Est-ce qu'on était fluide dans l'équipe de négo? Florence, j'imagine que vous n'avez pas négocié tout ça toute seule, vous étiez une équipe de négociation. Et donc, est-ce qu'on a bien fonctionné? Est-ce que la communication était fluide? Est-ce qu'on a pris les bonnes décisions au bon moment, etc. Et donc, tout ça permet d'avoir de l'expérience, mais surtout d'apprendre de l'expérience qu'on a pu avoir. Et c'est ça qui est le plus important. Sinon, l'expérience ne sert à rien. Merci beaucoup. Moi, j'ai encore une question à vous poser que Sylvia va évidemment décrypter. C'est est-ce que vous avez des exemples de négos ratés ou de négos que vous avez ou que vous regrettez de nos jours, justement avec tout ce que Sylvia vient d'expliquer comme outil, est-ce qu'il y a voilà, des négos ratés? Ça peut servir aussi d'exemple à nos auditeurs et à nos auditrices. Allez, Isor. Oui, moi j'ai un exemple qui m'a beaucoup marqué. Moi, dans mes fonctions précédentes et au fond du bien commun, j'occupe quelque part des fonctions RH, je fais beaucoup de recrutement, je recrute beaucoup de gens et je m'occupe un peu de leur carrière. Et pour moi, une négociation ratée, c'est quand quelqu'un part, en fait. Quand quelqu'un part sans qu'on s'y attende, en fait, ça veut dire quelque part, il est en train de négocier quelque chose avec quelqu'un d'autre, ou en tout cas avec nous. Mais bref, quelqu'un part sans qu'on se rende compte. Et en fait, dans le monde de la philanthropie, ce qui est encore plus compliqué, c'est qu'on travaille dans un monde où les convictions personnelles des gens, en fait, entrent en jeu très rapidement. Les convictions des gens sont plus importantes qu'un salaire, qu'un abonnement à une salle de gym, qu'une politique parentale. Parfois, en fait, on peut pas répondre à ces problèmes de conviction par des avantages salariaux. Et donc récemment, bah, quand un collaborateur part, qui part d'ailleurs sans avoir nécessairement signé de poste après celui-là, pour des raisons de conviction ou parce qu'il n'était pas aligné avec un projet qu'on pouvait mener, et ben en fait, on se rend compte que la négociation, ben, en fait, est difficile. C'est difficile de garder des salariés. Et quand ils partent, et ben, pour moi, c'est ouais, une forme de négociation ratée. Parce qu'on l'a pas vu et parce que de toute façon, peut-être qu'on n'aurait rien pu y faire. Merci. Et même question à Florence Portelli. Non, mais pour rebondir avec ce que dit Isor, nous, c'est pas pareil parce que là, nous, c'est pas le domaine
de la philanthropie, donc c'est très très différent. Et je disais justement, je me réfléchissais des moments où j'ai été marquée parce qu'il y avait un départ d'un directeur ou de quelqu'un que j'appréciais beaucoup pour ses qualités. Et au début, ça m'est arrivé d'être, enfin, d'accuser le coup parce que c'était vraiment pas le bon moment, pour faire simple, et d'essayer de le retenir. Et je me suis rendu compte assez vite, bon, déjà qu'on ne retient pas les gens qui ont décidé de partir. C'est même plutôt sain parfois de partir, que finalement c'est que ça devait se faire comme ça. Et ça me ramène finalement à ce que j'ai pas dit tout à l'heure, mais pour moi, la négociation, soit c'est une addition de techniques qu'on décortique, soit c'est quelque chose qui peut être inné si en fait elle s'est fait avec empathie. C'est-à-dire que moi je considère que je réussis plutôt bien mes négociations, mais parce que je sens, je sais pas comment dire ça, je ressens la personne que j'ai en face. Euh, Quelle qu'elle soit, quelle que soit sa situation sociale, quel que soit son pays. Je prenais l'exemple de très grosses villes avec lesquelles on a eu des partenariats, mais parce que euh, je ressentais le côté sentimental du pays. Chaque pays a un côté sentimental, hein. On a un partenariat avec l'Italie qui a un rapport très très fort avec la France, mais que je ressens parce que bah, j'ai des origines italiennes. Mais je prends l'exemple de la Serbie. On a un partenariat incroyable avec Novi Sad, qui est la deuxième ville de Serbie, qui est une ville dans la partie austro-hongroise de la Serbie. On a fait un partenariat culturel incroyable. Mais en fait, il s'est fait parce que la première fois que je leur ai parlé, mais c'était vraiment par hasard, j'ai parlé des liens très forts qu'il y avait entre la Serbie et la France au moment de la Première Guerre mondiale, de ce côté très sentimental qui avait uni les Serbes aux Français, qui fait que d'ailleurs, quand ils se sont séparés à un moment pour des bonnes raisons de la part des Français, mais les Serbes ont revêtu la statue de l'amitié franco-serbe qui est à Belgrade d'un drap noir ce qui montre à quel point, au-delà de la diplomatie classique, ils ont un rapport sentimental même à la diplomatie et à la relation à l'autre, qui ne repose pas que sur des choses très techniques. Et d'ailleurs, ça se ressent aussi dans leur façon de pratiquer la musique. Les gens là-bas, ils naissent avec la musique dans l'oreille, hein, contrairement d'ailleurs aux Français. Mais enfin, bon, ça, c'est un autre sujet. Mais du coup, ressentir un pays pour après leur dire, voilà, moi j'ai envie de travailler avec vous. Alors évidemment, parce que j'ai ça qui est attractif, etc. Mais parce que c- votre côté sentimental sur tel aspect, moi, ça me touche et ça vient répondre à ce que je ressens de vous et ce que je suis moi-même. Et je dirais que quand on voit quelqu'un aussi partir, on mûrit quelque part parfois à le laisser partir en ressentant son besoin de partir. Et c'est pas forcément un échec. Donc j'aurais du mal d'ailleurs à le vivre comme finalement maintenant avec le recul comme un échec. Et maintenant je le vis beaucoup mieux parce que je suis dans le fait de ressentir l'autre. Je sais pas si c'est Merci. clair, mais Ah, si. Sylvia, tes lumières. J'aurais pas cette prétention, mais je veux bien compléter. Euh, et écoutez, bah, sur ces deux questions, donc elles soulèvent deux points qui sont importants. Le premier, Florence, vous parlez d'empathie, vous parlez d'émotion, vous en avez même parlé au début quand vous parliez évidemment de l'ARS, hein, que ça avait, enfin de vos centres Covid, ça avait généré énormément d'émotions. C'est quand vous avez parlé de sortie sèche. Et en fait, c'est vrai que les émotions font énormément partie de la négociation, comme de la vie professionnelle et personnelle, hein. Et donc, notamment quand on veut citer une qualité d'un négociateur, on ne dit pas qu'il n'a pas d'émotions, on dit qu'il a une maîtrise de ses émotions et qu'il a une gestion de son stress. On ne dit pas qu'il a ni stress ni émotion, évidemment. Donc, les émotions font partie prenante et l'empathie est une vraie qualité en négociation, c'est comprendre l'émotion de l'autre sans la ressentir soi-même, sinon on bascule dans la compassion. Voilà. Après, il y a plein d'autres qualités aussi, hein. Ça peut être l'écoute, qui est pour le coup beaucoup plus laborieux d'écouter vraiment quelqu'un. Généralement, on n'écoute qu'un tiers du temps. Je vous pose une question, premier tiers, j'écoute, deuxième tiers, je me demande où vous voulez en venir, troisième tiers, je me demande qu'est-ce que je vous réponds. Donc, j'écoutais que le début. Voilà, donc l'écoute, c'est beaucoup plus laborieux pour écouter vraiment. Et il y a plein d'autres qualités, l'appétence au conflit, la maîtrise de ses émotions, la maîtrise du stress, etc., etc. Mais c'est vrai que les émotions font partie prenante de la négociation et le fait de bien les comprendre permet quand même de bien se positionner face à ça, surtout si vous arrivez à gérer les vôtres. Et donc, il y a plein de techniques qui existent.
pour éviter de frapper la personne en face de soi, de l'insulter, etc. Parce que c'est jamais facile après d'en ressortir. Et par rapport au fait de laisser partir des gens, donc c'est vrai, Isor en parle comme d'une négociation ratée. C'est pas le cas de Florence. Je pense qu'il faut aussi accepter que certaines négos n'ont pas d'issue. Parfois, on pense que la négo a échoué, mais en fait, l'autre n'a jamais eu l'intention de trouver un accord. Il vous a juste fait perdre du temps pour d'autres raisons, hein. Après, vous pouvez avoir une incompatibilité de marge de manœuvre. Donc, moi, j'ai un produit à vous vendre, au minimum, je peux descendre à 20 000 euros, et vous avez un budget maximum de 15 000. Eh ben, écoutez, il n'y aura pas d'accord, on n'y peut rien, mais voilà, nos marges de manœuvre ne sont pas compatibles. Et puis après, effectivement, quand on fait un bilan des négociations, il faut le faire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais il ne faut pas être trop dur avec soi-même parce que des fois, l'accord n'était pas possible. Alors, des fois, c'est parce qu'on a mal négocié, parce qu'on n'a pas écouté vraiment les enjeux, les intérêts de l'autre. Voilà, il y a plein de raisons pour, mais parfois, l'accord n'était pas possible et vous n'avez pas forcément failli à votre mission de négociation. Justement, je vois des questions qui passent. La première, c'est négocier avec des personnes manifestement toxiques ou au comportement borderline. Donc, c'est plutôt une question pour toi, Sylvia. Est-ce qu'on peut négocier avec ces gens ou pas? Oui, j'ai négocié souvent avec des gens comme ça. Même des fois, je me demandais s'il y avait d'autres gens. Non, je plaisante. Mais tout ça pour dire que c'est hyper dangereux, d'accord? Parce que il faut vraiment que vous soyez capable déjà d'être peut-être la bonne personne face à ça, parce qu'il y a des comportements qui nous mettent dans des états seconds, mais c'est pas les mêmes. Par exemple, parmi nous, là, tous celles qui nous écoutent, il y en a qui ont vraiment du mal avec la mauvaise foi. Genre, leur sang ne fait qu'un tour, ils ont envie de baffer l'autre, d'accord? D'autres, comme moi, ça me fait, mais alors ni chaud ni froid, vous soyez de mauvaise foi, ça me fait marrer, je vais noter la prestation artistique du menteur, vous voyez, donc c'est très différent. Il y en a d'autres, c'est la colère. Quand quelqu'un est en colère, agressif face à eux, leur sang ne fait qu'un tour, ils ont envie de monter directement dans les points, ou d'autres qui sont terrorisés en disant je ne sais plus quoi dire. Donc voilà, il y a plein de profils, il faut identifier ceux qui me mettent à risque. Et par exemple, si nous sommes là toutes les cinq, une équipe de négociation, s'il y a quelqu'un de mauvaise foi, je vais dire, écoutez, je prends. Moi, ça me fait rien, ni chaud ni froid, c'est moi qui m'en occupe. D'accord? Par contre, il y a un moment donné, peut-être si j'ai peur de l'agressivité, je vais dire, ben voilà, Isor, toi, les agressifs, ça ne te fait rien. Donc, si ça te va, lui, c'est toi qui le prends. Et on sera une équipe. Et pour bien se protéger face à des profils vraiment toxiques, des profils pervers, c'est le pire des profils en négociation. C'est des gens qui prennent plaisir à vous voir souffrir. D'accord? Donc, on peut dire quand même que c'est le pire des profils. Malheureusement, le meilleur conseil, c'est barrez-vous souvent, si c'est quelqu'un de proche de vous, donc votre chef, chef eux aussi, hein, je ne rentre pas le débat, votre conjoint, etc. Sinon, attaquez. Donc, essayez vous aussi d'attaquer pour faire tomber cette personne. Et sinon, la bonne technique, donc là, j'ai beaucoup négocié des fois avec des profils comme ça qui prenaient quand même un certain malin plaisir à vous déstabiliser, etc. La toile cirée. Tout glisse sur vous. D'accord? Donc, vous écoutez parler, la personne est en train d'essayer de vous déstabiliser. Ils vont, ok, d'accord, on va parler 25 minutes ma tenue vestimentaire ou on peut attaquer le rendez-vous, juste pour savoir. Voilà, ça veut dire tu peux m'attaquer pendant 1 heure sur mon physique. Mon gars, je suis venu négocier un truc, ça bougera pas, je négocierai jusqu'au bout, quoi que tu dises. Voilà. Et donc ça, c'est une façon de se protéger, c'est la toile cirée. C'est facile à dire si c'est un gars ou une fille que vous voyez une fois tous les 3 mois et que c'est professionnel. C'est moins facile si c'est votre chef ou votre conjoint ou conjointe, évidemment. Ouais. Ah, merci. Et j'ai vu une autre question. Il y a beaucoup d'auditrices qui disent que c'est difficile de négocier avec elles-mêmes alors qu'elles sont bonnes en égo avec l'extérieur. Est-ce que c'est normal ou pas, Sylvia? Et oui, c'est normal puisque, comme je l'ai dit, vous êtes décisionnaire. Donc, vous êtes dans la pire position. Vous allez négocier avec quelqu'un qui est capable de dire oui, oui, on oublie tout ou non, non, on ne tient rien, on tient bien. Et donc, bah, c'est la pire des positions. C'est pour ça que, alors, euh, par exemple, dans ces cas-là, il faut s'inventer un décisionnaire. Donc, si je pense à de la négociation de salaire, par exemple, souvent les femmes nous disent, voilà, je suis bonne pour négocier commercialement pour mon entreprise. Par contre, dès que je négocie mon salaire, je me fais arnaquer, j'arrive pas à tenir. Bon, eh ben, dans ces cas-là, trouvez-vous un décisionnaire. Pourquoi c'est facile avec votre entreprise? Parce que ben, vous avez un mandat qui vous est donné, vous représentez une société, donc vous êtes la négociatrice. Eh ben, vos négos de salaire, faites pareil. Qui est le décisionnaire? Le marché. Vous y êtes pour rien. Votre profil sur le marché, il vaut tant, l'expérience que vous avez, les projets que vous avez portés, le poste sur lequel vous postulez, il vaut tant.
Il y a plein de comparateurs qui existent, il y a des cabinets de recrutement qui peuvent vous donner des benchmarks, etc. Et donc, ben, moi, je suis gentille, moi, hein, je suis juste la négociatrice avec un décisionnaire qui est le marché, qui est inflexible. Les prix sont là. Et moi, ben, j'essaie de trouver un accord avec vous pour qu'on puisse s'entendre. Voilà. Et cette posture-là, elle est beaucoup plus simple à tenir que la posture de dire, moi, je pense que je vaux. Parce que là, il y a ton syndrome de l'imposture qui te dit, pas sûr, hein. Merci beaucoup. Une dernière question peut-être pour nos invités parce que l'heure tourne. Est-ce que vous avez des conseils à donner, Isor, je vais commencer par toi, à nos auditeurs et à nos auditrices? Oui, moi je pense qu'un des éléments essentiels de la négociation, c'est vraiment la préparation. Je pense qu'on peut vraiment pas arriver dans une négociation pas préparée. Je pense que c'est peine perdue et l'une des meilleures armes, c'est quand même préparer. Je pense que ça, c'est plutôt pour les sujets pro. Et après, pour revenir un peu sur la négociation avec soi-même et les sujets perso, moi, avec le peu d'expérience que j'ai, mais avec le temps, je me dis quand même que parfois, on a un peu un biais et un défaut qui est de toujours vouloir négocier avec nous-mêmes et de trop réfléchir et de trop négocier. Et que parfois, je pense qu'il faut apprendre à lâcher un peu prise et à oser prendre des risques et à oser prendre des décisions ou faire des choix sans avoir tous les paramètres identifiés et sans avoir vraiment connaissance de tout ce qui pourrait se passer, mais que de toute façon, l'action est toujours meilleure que l'inaction et que vraiment, en tout cas, dans les négociations avec soi-même, je pense que vraiment parfois, il faut juste lâcher prise et y aller, quoi. Pas trop réfléchir alors. Vraiment. Pas de ni trop Merci. peu ni trop. Merci. Et Florence, est-ce qu'il y a un conseil à donner à nos auditeurs et à nos auditrices? Euh, je sais pas trop comment, moi j'ai pas de conseils à donner, mais je dirais en tous les cas, moi ce qui me, en mûrissant, avec que j'avais beaucoup de gêne parfois en me sentant pas légitime, mais pas de compromission avec ces valeurs fondamentales. Même si on vous fait comprendre que vous risquez de perdre, parfois même moi dans mon cas une élection, que vous risquez, que c'est prétentieux quelque part, que vous n'avez pas la légitimité avec vos idéaux, etc. Bon, moi, je vous en avais parlé pendant la préparation, mais parfois j'ai le conflit. Je fais aussi de la politique parce que j'ai eu un engagement chrétien. Ma famille était très engagée sur le plan associatif. Euh, Aider les autres faisait partie de l'engagement. Et parfois, bon, bah, aller dans une campagne, cogner sur l'adversaire, entre guillemets, voilà, faut le faire proprement. Alors parfois, en plus, en face, c'est pas propre. Et parfois, on peut être tenté d'une facilité. Et je pense que dans l'entreprise, dans le milieu de l'entreprise, dans tous les milieux, c'est pareil. On peut croire que ce sera plus facile. On peut croire aussi que c'est pas très grave, que c'est un compromis, alors qu'en réalité, voilà, c'est une compromission. Et moi, finalement, je n'ai jamais accepté la compromission, même quand on me disait tu vas te planter. Et j'ai quand même gagné. Et je pense que d'ailleurs, j'ai gagné parce que je me suis pas compromise, en fait. Et, et ça donne une force et ça rend d'ailleurs la victoire beaucoup plus légitime que si on y était arrivé par des chemins trop détournés. Donc, même quand parfois on se dit pardon, mais purée, mais qu'est-ce que t'es trop conne? Parce que ça pourrait être tellement plus simple comme ça. Accepte ce job-là, accepte d'aller vers telle écurie, accepte d'aller vers un tel, tu gagneras du temps, etc. En fait, on gagne pas du temps, on se renie et au final, on finit par végéter. Et voilà, donc moi, le seul conseil, mais je pense qu'elles n'ont pas besoin de mon conseil pour ça. Mais parfois, on peut faire de la compromission, non pas parce qu'on manque de valeur, mais parce qu'on n'a pas assez confiance en soi et en sa légitimité. Et voilà, sur les valeurs, la légitimité, elle est totale. Merci beaucoup. Est-ce que Sylvia, tu veux faire une petite remarque? Ouais, ben, c'est des belles phrases, hein. Bravo, les mesdames. Mais c'est vrai, je pense que elle résume des points clés de la négociation, hein. C'est revenir à ses valeurs, à ses fondamentaux, à ce qui n'est pas négociable pour soi. C'est ce que nous dit Florence. Après, Isor nous dit de bien préparer. Et justement, quand on manque de confiance en soi, le fait de bien préparer, évidemment, ça renforce énormément la confiance parce que voilà, on est sûr de soi, surtout. Bon, sans faire de généralité, les filles, on a aussi un petit, souvent, le petit syndrome de la bonne élève. Donc, le fait d'avoir bien préparé, bon, on est beaucoup plus à l'aise pour mener sa négo. Après, je partage aussi le conseil d'Isor, osez, lancez-vous. Je crois que ça, je l'ai dit dans pas mal de webinaires. Osez négocier. Voilà. Et puis,
Et puis après, je pense que c'est pas mal aussi dans la préparation pour innover un peu, pour sortir de oser, c'est pas mal aussi de sketcher et de s'entraîner. Et donc, on peut s'entraîner à négocier chez son dentiste, on peut s'entraîner à négocier avec ses enfants, au quotidien, avec des amis, sur des choses pas graves, mais pour pas renoncer à chaque fois à la négociation, pour affronter le conflit. C'est pas grave d'être en conflit, hein. Quand on fait des ateliers, Julie, tu en parlerais mieux que moi sur ADN Kids, le conflit, on les détend tout de suite, hein. Toute leur vie sera en conflit. Les intérêts de chacun sont différents. On aura des gens qui auront des positions, des postures différentes. C'est pas grave. La façon, c'est comment j'en sors. Et c'est ça qui est important, c'est la façon. Donc, est-ce que j'en sors par le harcèlement ou la violence ou est-ce que j'en sors par la discussion et la négociation? Et donc, voilà, je pense que c'est bien aussi des petites victoires de négociation au quotidien parce que souvent les femmes nous disent, mais moi, je n'ose pas négocier. Ben, justement, avant de lancer une négociation sur ce que Florence a fait, hein, sur le plus dur, c'est-à-dire, bam, je me lance pour être élue en prenant le risque que personne ne vote pour moi. Et donc là, mon syndrome de l'abandon va me harceler jusqu'à la fin de mes jours. Donc, je prends ce risque-là. Et donc, bah, c'est bien de s'entraîner sur des petites victoires pour négocier certaines choses en disant, bah, tu vois, aujourd'hui, j'ai testé un truc. D'habitude, je n'ose jamais dire que j'ai pas envie de sortir. Et dès qu'on me sollicite le soir pour aller à un concert, etc., bah, j'ose pas dire non, quoi. Et là, pour une fois, j'ai réussi à négocier avec moi-même. J'ai réussi à dire, bah, non, je suis claquée, j'ai pas envie. Bah, c'est une première petite victoire. Et comme ça, on cumule des victoires qui renforcent un peu notre confiance. Écoutez, merci à Sylvia, merci à toutes, merci pour vos témoignages, Isor et Florence, vraiment inspirants. On a vu passer les commentaires, Julie y a répondu, donc vraiment merci. Et puis on se retrouve dans 2 mois, je crois, pour un prochain exercice. Julie, tu veux peut-être dire un petit mot de la fin? Avec plaisir. Merci à tous et à toutes pour votre fidélité, votre présence. Merci à nos invités pour vraiment cette signature d'authenticité et de puissance. C'est vrai que on partage jamais assez trop sur ces sujets-là. Merci Sylvia pour ce décryptage qui est toujours très éclairant et qui nous donne des clés à toutes. Et c'est vraiment la puissance de ces rencontres, c'est que quelle que soit notre trajectoire personnelle, il y a toujours des choses qu'on peut apprendre, qu'on peut tester, dont on peut s'inspirer. Donc Florence, Isor, vraiment un immense merci au nom de l'équipe ADN Women et puis de toute notre audience. Retrouvez ce rendez-vous bien sûr en podcast à partir de la semaine prochaine. On rediffusera le replay également. Et comme le disait Fanny, le rendez-vous est pris dans 2 mois, au mois de mai, avec de nouvelles affiches. D'ici là, portez-vous bien. Merci à toutes, merci pour vos messages. Merci encore à nos invités, à Sylvia et puis Fanny pour cette co-animation et ce binôme très agréable. Merci beaucoup, bonne fin de journée et puis à très bientôt. Merci. Isor et Merci. Florence, ne lâchez rien. Non, ne lâchez rien, C'est ce que je vais dire à mon vélo elliptique. Allez, bon courage. on Un lâche article rien. Lego. Au Merci, revoir. Au au revoir. revoir, Florian, à bientôt. À bientôt.